Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro un peu spécial de Parole d'experts puisque nous sommes au milieu de l'été et nous allons essayer d'y voir plus clair alors que les marchés ne semblent pas y voir très clair sur l'état de la croissance mondiale et l'état des marchés. Et pour cela, nous recevons Philippe Béchade, analyste macro pour la Bourse au quotidien. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer notre tour du monde par la locomotive, les États-Unis, qui affichent des statistiques, on va dire, plutôt mitigées et pourtant des marchés actions, des indices près des sommets. Oui, des indices américains qui ont enchaîné des séries de records absolument époustouflants, puisqu'on a eu jusqu'à 6-7 records consécutifs sur le Dow Jones, le S&P, des séquences de 10-12 séances de hausse, qu'on a du mal à relier à l'état de l'économie américaine tel que le traduisent les derniers chiffres, et notamment la croissance, puisqu'on est à 1,2 au deuxième trimestre, après 0,8 au premier, ce qui nous fait une moyenne de +1 au premier semestre. Donc la performance boursière est absolument ébouriffante. Mais il est vrai que certains indicateurs demeurent corrects. Le marché de l'emploi, par exemple. Sur 3 mois, on s'aperçoit qu'on a 145 000 créations d'emplois en moyenne, ce qui est faible, et ce qui est surtout beaucoup trop faible pour absorber les nouveaux entrants sur le marché du travail, notamment les nouveaux diplômés. Alors, les bonnes statistiques, les vraies bonnes statistiques, sont celles, effectivement, de la consommation, puisqu'on est à pratiquement plus 4 en rythme annuel. Le dernier chiffre donnait plus 0,4 sur les dépenses, plus 0,2 sur les revenus. Et ça, on l'a depuis le début de l'année. Autrement dit, les Américains puisent dans leur épargne pour continuer de consommer. C'est pas nouveau qu'aux États-Unis, la croissance se fait sur l'endettement. Les ménages donc s'endettent beaucoup plus que l'année dernière. Ça, c'est le phénomène nouveau. Et l'État également, puisque on apprend récemment que le Congrès a voté une rallonge de 385 milliards de déficit. Autrement dit, c'est de la croissance qui sera de nouveau achetée à crédit avec de l'argent qu'il faudra imprimer. Alors, la Fed ne fait plus de quantitative easing, mais les États-Unis vont quand même aller chercher de l'argent, alors que leur avanceront, je ne sais pas, ceux qui ont de l'épargne, peut-être encore les Chinois, peut-être encore les pays producteurs de pétrole, mais ça va devenir quand même un petit peu tendu, parce que la dette américaine commence à devenir abyssale. Alors on va voir si en Europe ça va mieux. On a une croissance qui n'est pas extraordinaire, qui est surtout tirée par l'Allemagne, et puis on a des indices boursiers qui sont moins flamboyants que les Américains. On a des économistes qui nous disent maintenant on va avoir 1,5% de croissance pendant très longtemps. Donc ça c'est fini, il y a 3% de croissance, une crise, on fait repartir la machine. Petite croissance, mais peut-être moins de crise. C'est difficile parce qu'on n'a toujours pas évacué ou fini de traiter les créances douteuses héritées des années 2006-2008. On le voit bien que les banques italiennes, les banques autrichiennes également, on en parle moins, mais elles, si elles connaissent des difficultés, ça va très très vite contaminer les banques allemandes. Et parmi les banques allemandes, évidemment, il y a la Deutsche Bank qui représente des encours de dérivés absolument astronomique, de l'ordre de 40 fois le PIB allemand. Enfin, c'est quelque chose de... Donc c'est aujourd'hui ce qui plombe le secteur, finalement ces créances douteuses avec une croissance pas terrible. Comment les banques vont-elles faire? C'est ça. En tout cas, c'est la question que se pose le marché, et cette question se traduit d'ailleurs dans la valorisation des banques, qui reste faible, elles sont très en retard. Alors, ce qui fait qu'en moyenne, effectivement, les actions européennes paraissent moins chères que les actions américaines, mais tout simplement parce que nos banques sont tellement sous-valorisées, avec des PER de 6, 7... si vous retirez les banques, vous obtenez un PER moyen pour les actions restantes beaucoup plus élevé et qui se rapproche à ce moment-là de ce qu'on a aux États-Unis. Alors aux États-Unis, c'est tiré par le haut essentiellement par les biotech avec des PER de 50, 60, 80. Alors si vous retirez les biotech américaines, effectivement, vous obtenez à ce moment-là un PER qui est inférieur, on va dire, à 20 selon la méthode Shiller. Et là, on s'aperçoit que ça se rééquilibre entre l'Europe et les États-Unis. Pour les valeurs de même secteur. Voilà. Europe moins les banques et les États-Unis moins les biotech, vous obtenez quelque chose qui commence à se ressembler un peu plus. Alors maintenant, dans le reste du monde, il y a toujours cette Chine ultra dominante qui annonce une croissance toujours
relativement élevés, mais avec toujours beaucoup de signes d'inquiétude. Surtout des signaux inquiétants au niveau des dettes et des créances douteuses. Donc on a des statistiques officielles qui parlent de 4 à 5%, et des chiffres officieux, mais qui émanent de gens qui connaissent bien la question, puisque ce sont des banques européennes qui opèrent en partenariat avec des banques chinoises. Certaines, d'ailleurs, banques européennes ont arrêté leurs opérations en Chine parce qu'elles commençaient à angoisser, parce que le montant des créances douteuses serait plutôt entre 15 et 17%. Alors on pouvait se dire, est-ce que la Banque centrale chinoise va arrêter la fuite en avant? Elle vient de dire, là, non, pour l'instant, on continue de prêter. Et depuis le début de l'année 2016, la Banque centrale chinoise a injecté autant d'argent sous forme de crédit que durant toute l'année 2015, ne serait-ce que pour obtenir simplement le maintien de la croissance officielle à 6,6 ou 6,7, croissance qui en réalité n'est probablement pas supérieure à 5. Donc ça veut dire que même avec des injections massives, on n'arrive pas à obtenir plus de croissance à crédit en Chine. Et ça se fait en plus de ça au prix d'un gonflement des créances douteuses. Ça, c'est quelque chose qui effectivement devient un danger systémique. Alors après avoir fait ce petit tour d'horizon, on comprend mieux l'expectative des marchés. Mais Philippe, on va se retrouver dans une deuxième émission qui va arriver bientôt, dans laquelle on va essayer de voir ce que peut faire un gérant devant cette situation. Philippe, merci. Merci.